Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France. Il est connu des services de renseignement et de justice. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Je pense qu'il faut rouvrir le débat sur la rétention de sûreté. À partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme. La rétention de sûreté qui permet effectivement d'avoir un contrôle beaucoup plus ferme. Le suivi de ceux qui sortent de prison, qu'ils se soient radicalisés en prison. Ce suivi doit amener, s'il n'est pas respecté ou s'il y a un problème, évidemment à la rétention d'une manière ou d'une autre. Moi j'en ai marre que le lendemain de chaque attentat on me dise qu'ils étaient fous, je le savais déjà la veille. Et le profil de l'assaillant pose question après l'attaque au couteau qui a fait un mort et 2 blessés samedi. C'était près de la Tour Eiffel. Ce franco-iranien de 26 ans était fiché pour radicalisation, avait prêté allégeance au groupe État islamique. Il avait passé 4 ans en prison pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Et en octobre dernier, c'est sa mère qui avait adressé un signalement aux autorités inquiètes de sa dangerosité, Philippe. Alors parlons vrai. Trouvez-vous normal que ce type de personnage, alors qu'il avait voulu faire un attentat à la Défense, soit encore en liberté? Est-ce que quelque part, comme le dit Gérald Darmanin, il y a eu un ratage psychiatrique qui ne serait malheureusement pas le seul avec les radicalisés? Est-ce que justement la rétention de sûreté, ce serait pas mettre en musique le principe de précaution qu'on a mis dans la Constitution? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, faut-il imposer la rétention de sûreté pour des faits de terrorisme comme le proposent Manuel Valls et Marine Le Pen? Vous dites oui à 96%. Et notre invité pour en parler, Jacqueline Eustache-Bregnaud, qui est sénatrice LR et rapporteure de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de combattre. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Jacqueline Eustache-Bregnaud, Philippe Bilger, cette rétention de sûreté qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui. Ma chère Cécile, Philippe, pour une fois, je vais être un peu plus long, mais vous me priverez de mon temps de parole par la suite. N'hésitez pas à le faire. Le micro, Benoît. Il est évident, la rétention de sûreté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition qui ne mérite pas l'opprobre. On a le droit de la faire. Deuxième élément, je voudrais rendre hommage au travail de la police de voie publique et à ce chauffeur de taxi qui a sauvé une femme. Et j'aimerais tout à l'heure, le moment venu, que Madame la sénatrice veuille bien valider ou contredire les 4 enseignements que je tire de cette tragédie terroriste qui aurait pu être fournie par des tragédies antérieures. D'une part, l'état de droit classique n'est plus du tout adapté à ce type de comportement. Deuxième leçon, me semble-t-il, la déradicalisation est un échec. Troisième élément, la folie, le déséquilibre sont trop souvent exploités et les spécialistes qui ont rencontré ce tueur ont dit il ne leur est jamais apparu fou, et d'ailleurs la manière d'assumer ses actes le démontre. Et dernier élément, et je force le trait, un terroriste ne doit jamais être cru sur parole. Jean-Michel Fauvert qui connaît bien les terroristes. Ouais. Oui, Philippe, j'entends bien ce que vous dites et j'adhère. Et effectivement, l'état de droit classique, il n'est plus classique aujourd'hui. Et effectivement, il faut travailler là-dessus. Sauf que, je vais vous dire une chose importante, et je pense que Madame la sénatrice là-dessus va aussi rebondir. Sauf qu'en juin 2020, dans la courte carrière que j'ai eue en tant que député, nous avons présenté, et celle qui a présenté ça, c'est Madame Braun-Pivet, qui est maintenant présidente de l'Assemblée nationale, une loi, une proposition de loi. Elles étaient ensemble, avec Madame la sénatrice. Oui, c'était une proposition de loi mixte. Oui. Voilà, pour présenter quelques moyens pour pouvoir contraindre effectivement ces gens qui ont été condamnés et qui sortent du terrorisme, qui sortent de prison et pas forcément du terrorisme. Pour terrorisme, oui. Et pour terrorisme. Et cette loi a été votée par les députés, par les sénateurs, par le Parlement en entier. Et cette loi a été complètement détricotée par le Conseil constitutionnel. Donc, moi, je suis pour cette rétention de sécurité qui existe déjà, cette détention de sûreté qui existe déjà en matière criminelle, pour des 15 ans de prison, etc. Je suis complètement pour. Sauf que il va falloir informer les juges constitutionnels que effectivement l'état du droit classique a changé, parce qu'eux ils ont pas l'air d'être au courant. Et il va falloir travailler avec eux là-dessus. Ça va être très difficile.
Virginie Calmels. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Notre arsenal juridique est totalement dépassé et on a absolument besoin, mais ça fait des années qu'on le dit, c'est-à-dire de nouvelles lois, de nouvelles capacités à faire. Il y a eu des propositions qui ont été faites en la matière. En fait, ce qui est désolant, et je crois que c'est ce que ressentent profondément les Français aujourd'hui, c'est que c'est pas comme si on découvrait le problème. En fait, là, ça commence à faire des années et des années qu'on est confronté à en plus, c'est des modes opératoires qui sont très similaires, très comparables. Oui. Donc c'est pas comme si on était face à quelque chose d'un peu étonnant où il faudrait du temps de réflexion. Donc le vrai problème, et vous l'avez tous dit, c'est maintenant, il faut que clairement le Conseil constitutionnel et les députés sénateurs, mais on voit que même là, on arrive quand même à avoir un consensus politique, c'est quand même intéressant, pour durcir notre arsenal juridique, mais qu'on nous objecte encore aujourd'hui les sacro-saintes libertés. Et Dieu sait que je suis une défendresse de la liberté, mais pardon, la sécurité, ça passe avant. Et aujourd'hui, il est évident qu'on peut plus objecter la liberté d'un terroriste. Ça n'a plus de sens. Et moi, je souscris à ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense que la proposition de la rétention de sûreté est une bonne proposition. On voit pas très bien d'ailleurs quelle autre proposition faire. Moi, je ne crois pas à la rédemption en matière de terrorisme. Qu'on nous présente des gens qui ont été des dangereux terroristes et qui finalement sont revenus dans le droit chemin. Je suis pas sûr qu'on en connaisse beaucoup. En fait, c'est de la rédemption de sûreté. C'est ça. Jacqueline Eustache-Bregnaud, je rappelle que vous êtes sénatrice LR et que vous étiez rapporteur de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. J'ai l'impression que dans ce domaine, comme en 1940, la France a une guerre de retard. Est-ce que c'est encore ça ? Alors moi je vais revenir sur tout ce qui a été dit parce que c'était extrêmement intéressant. Sur les 4 points soulignés par Monsieur Bilger, évidemment je suis totalement d'accord avec lui, tout comme avec Monsieur Vauvert sur l'état de droit, parce que nous effectivement il a été député, quand on est parlementaire on nous parle toujours de l'état de droit et des libertés individuelles. Aujourd'hui, quand on voit ce que nous vivons, la liberté individuelle des terroristes, moi ça m'importe peu, c'est surtout la liberté individuelle des Français qui m'importe et de garantir leur sécurité. Nous avons une obligation de garantir la sécurité des Français. Donc effectivement, cet état de droit, il va falloir qu'on repose les limites, les forces et les faiblesses de juste cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on est menacé, quand on se balade à Paris ? Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord, la déradicalisation est un échec total. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu voir que l'idéologie mortifère des islamistes, rien ne peut les faire changer quand ils sont tombés dans cette idéologie mortifère. Et cette idéologie mortifère, beaucoup de gens l'ont niée, beaucoup d'hommes et de femmes politiques l'ont niée. Cette idéologie, on l'a laissé s'infiltrer et on a laissé gangréner notre pays avec cette idéologie qui a mené, alors je ne dis pas que quand on est musulman, on devient terroriste et islamiste. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que cette idéologie s'est infiltrée partout dans notre société et qu'on a aujourd'hui des cinglés. Parce que ça les rend cinglés, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. Je veux dire, on est croyant avant d'être citoyen. Et ces gens-là, quand ils sont allés très loin dans l'engagement de cette idéologie mortifère, on ne les rattrape pas. Malheureusement, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on est face à ces dangers qui sont devant nous. Et je rappelle, et Monsieur Fer, je vous remercie d'avoir parlé de cette loi de 2020. Cette loi de juillet 2020, qui a été à l'initiative de Madame Yoon Privet, tout à fait. Moi, j'étais rapporteur. On a travaillé de manière extraordinaire sur ce texte. Vraiment. Il y avait des forces et des faiblesses dans ce texte. On y a travaillé avec le PNAT, le parquet antiterroriste, pour pouvoir donner des clés pour, en particulier, parce que les gens ne le savent pas, tous ceux qui ont été condamnés pour terrorisme avant la loi 2016, c'était rentré dans le droit commun. Donc ceux-là pour les surveiller, et on savait que certains sortaient dès 2020. Je voudrais quand même donner 2 dates sur ce texte, qui a été effectivement superbement travaillé entre les 2 chambres, parce qu'on avait un intérêt commun toutes les deux, c'était la sécurité des Français. Cette loi, elle est passée au Sénat le 23 juillet, et à l'Assemblée aussi. Le 24 juillet, tous les sénateurs et députés de gauche ont fait un recours au Conseil constitutionnel. C'est parti de là, le recours. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel ne l'aurait pas retoqué de toute façon, mais il faut quand même savoir qu'en 2020,
tous les parlementaires de gauche étaient hostiles à ce texte, alors qu'il était juste pour protéger les Français de cinglés qui allaient sortir. Donc il faut aussi que certains prennent leurs responsabilités. Vraiment. Et je le dis parce que c'est aussi ça que nous avons. Alors aujourd'hui, regardons la réalité devant nous. La rétention de sûreté, oui, on ne doit pas cracher par terre quand on en parle. Il va falloir lui donner un contexte, lui donner probablement un cadre, mais il ne faut pas exclure cette possibilité. On le voit aujourd'hui, et puis il va falloir arrêter de dire qu'ils sont tous des cas psychiatriques. Probablement que leur implication intellectuelle et de religieux les amène à quelque chose qui les décale de notre société. Voilà, ça c'est une réalité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la déradicalisation est un échec, comme le dit Jacqueline Eustache-Bregnon? Je rappelle quand même que pour déradicaliser les gens, on leur fait caresser des hamsters en les regardant dans les yeux, ou on leur fait faire des ateliers cuisine du monde. C'était le Canard enchaîné qui en avait parlé en avril 2016. Vous pensez que c'est un échec, la déradicalisation? Appelez-nous au 0826 300 300. Et Philippe Bilger, ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 340 personnes sont sorties de prison pour actes de terrorisme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont dans la nature. Bien sûr. Alors, je ne méconnais pas les difficultés de la réflexion qui a existé même dans la criminalité ordinaire lorsqu'on considérait que quelqu'un qui avait purgé sa peine devait tout de même, par sauvegarde et par sûreté, demeurer dans un autre lieu. Peu ou prix, c'était toujours de l'enfermement. Mais là où je ne rejoins pas totalement l'excellent ministre de l'Intérieur par rapport à la médiocrité d'autres ministres dans ce gouvernement, c'est le fait lorsqu'il dit que c'est un fiasco psychiatrique. Voilà un homme qui a dupé les experts. Il le dit, on l'a cru sur parole lorsqu'il affirmait « j'ai été radicalisé et ça y est, je suis déradicalisé ». Les experts n'ont pas été pires ou meilleurs que d'habitude, ils ont été totalement manipulés. Oui, mais ce qu'il disait aussi, pardon, je rebondis, ce qu'il disait aussi ce matin, c'est que lorsque les policiers ont demandé effectivement de faire une perquisition et de rentrer chez lui, et en tout cas les médecins, les juges, tout le monde a dit non, en fait. C'est ça aussi sur lequel il revient. En disant que ça n'a pas... Là, il avait totalement raison. Il est donc d'accord avec nous sur l'obligation de changer l'état de droit classique que les magistrats appliquent à ces terroristes dont ils profitent, et une fois, alors qu'ils ont deux critères, pardon d'être long, qui les distinguent de la criminalité ordinaire, ils font semblant de se repentir, et deuxième élément, ils n'ont qu'une envie, c'est recommencer. Est-ce qu'il ne faut pas changer un tout petit peu le paradigme en partant du principe que quelqu'un qui est radicalisé ne va finalement jamais sortir de sa radicalité, et que ce ne soit que l'exception parce que médecins, psychiatres ou je ne sais quoi apporteraient la preuve et la certitude qu'il se serait déradicalisé, qui à ce moment-là autoriserait la sortie, c'est-à-dire gérer des exceptions alors qu'aujourd'hui c'est la règle. Allez, 0826 300 300 avec Luc qui est avec nous du Perreux-sur-Marne. Rebonsoir Luc. Rebonsoir Luc. Bonsoir à tous, rebonsoir. Écoutez, vous êtes tous très brillants. Vraiment. J'aurais aimé que Philippe Bilger, dans sa jolie intervention, tape du poing sur la table, mais il est trop bien élevé pour ça. Il a été cash quand même. Oui. Oui, mais nous sommes dans une impasse. Tous, vous avez dit à peu près la même chose, et vous avez tous terminé par le fait que le Conseil constitutionnel nous empêche. Les juges ne veulent pas les perquisitions, les machins, nous sommes dans une impasse. Et vous l'actez vous-même là, à l'instant même. Alors vous avez tous une bonne volonté et tout, mais vous êtes trop polis, vous êtes trop gentils. Les Français sont loin d'être aussi gentils que vous. Nous voulons... Et Philippe David, qui est extrêmement érudit... Merci. Vous êtes malade de dire ça, ça va être un enfer. Allez-y, on vous écoute. C'est pas la première fois que je le dis. Philippe David, 450 avant Jésus-Christ, un dictateur qui sauve 2 fois l'Empire de Rome, Cincinnatus. Vous parlez de ratés psychiatriques, mais moi les ratés, je les vois au gouvernement. Ils ne sont pas ailleurs.
Dans l'opposition aussi, Oui. il y a quelques ratés psychiatriques. Oui. On y viendra. Il y en a un petit peu, Non, mais c'est vrai ce que dit Luc, on est quand même un peu dans le monde des bisounours, Oui, j'ai c'est vrai, l'impression. c'est vrai. Restez avec nous, Luc. Restez avec nous, Luc. 0826 300 300. Ça fait Eric réagir beaucoup. de Carcassonne est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir Eric. Il n'y a que des nobles, bonsoir. à Carcassonne. On vous écoute Eric. Alors, je vous appelle parce que j'ai écouté la dame qui précédemment faisait un témoignage. Et effectivement, je confirme ses propos. La déradicalisation, c'est un échec complet. Moi, je travaille 30 ans avec des jeunes issus de l'immigration, des jeunes migrants, mineurs isolés qu'on appelle. Ça me permet de dire au passage que jeunes, quand on dit jeunes migrants isolés, ça veut dire qu'ils sont mineurs. Parce qu'on les place pour les accompagner. Je me permets juste de le dire que dans 90% des cas, ce sont des majeurs. Les radios osseuses qui sont faites ne sont pas prises en compte finalement. Donc même si la personne, elle est mineure, majeure, elle se retrouve avec des mineurs, vous voyez. Alors après on nous demande de les scolariser avec des mineurs français qui sont nés en France, se retrouvent avec des jeunes majeurs d'autres pays, parce que les juges n'en tiennent pas compte. Eric, on vous entend pas très bien parce qu'on vous entend de très très loin, malheureusement. Madame la sénatrice, il nous reste un peu moins d'une minute. Peut-être le mot de la fin aujourd'hui sur ce sujet. Alors vous voyez, Luc nous dit peut-être qu'on va pas assez loin et que finalement on se met pas assez en colère. Mais je crois que les parlementaires que nous sommes, nous devons obligatoirement proposer des choses rapidement, parce que sinon, je suis très inquiète pour l'avenir de ce pays, et je suis très inquiète parce que je ne suis pas sûre que les Français soient encore très longtemps patients. Je veux dire, voilà. Donc, les Français sont patients, les Français sont exaspérés. Je vais pas revenir là-dessus, mais le contexte global de ce pays, depuis les émeutes, les Français n'en peuvent plus. Moi, je suis élu local, je peux vous dire que les émeutes ont été aussi une libération de la parole pour les Français. Cette France tranquille qu'on ne veut jamais écouter, il va falloir l'écouter. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Deux secondes avec vous, Jean-Michel Fauvergue. 2 secondes et 2 choses. D'abord, la première, je l'ai oubliée, et donc ça va aller plus vite. Et la seconde, c'est, je pense qu'il ne faut pas traiter le terrorisme comme de la criminalité. Le terrorisme veut mettre à bas nos fondements, les fondements de notre civilisation, de notre société. Et donc, effectivement, il faut des règles particulières pour ça, et ça, c'en est une. Il faudra du courage, en tout cas. Merci beaucoup, Jacqueline Eustache-Brignot, d'avoir été avec nous. Sénatrice LR et rapporteure de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Vous restez avec nous dans un instant. Le moment de détente. D'ailleurs, lui, il a dit tellement bien de moi, je vais lui envoyer les résultats. Oui. Tout est permis dans un instant avec nos vraies voix. Dans un instant, le quiz de l'actu. À tout de suite.